Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et ce matin, j'ai décidé de vous donner à entendre deux regards sur le djihad et le djihadisme, deux regards qui nous sont offerts par des romans. Et je vous présente immédiatement nos invités avec qui donc on va évoquer ce thème. Karine Thuil, bonjour, vous êtes romancière et vous avez publié La Décision aux éditions Gallimard où vous mettez en scène une juge antiterroriste prénommée Alma, et il y a au début de ce roman quelques phrases qui situent finalement assez bien le contexte et la question autour de ce livre. Je me nomme Alma Revel, je suis née le 7 février 1967 à Paris, j'ai 49 ans, je suis la fille unique de Robert Revel et de Marianne Darrois, je suis de nationalité française, en instance de divorce, mère de 3 enfants, je suis juge d'instruction antiterroriste. Il y a 3 mois, dans le cadre de mes fonctions, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques pour moi, ma famille, pour mon pays. À côté de vous, Karine Thuil, Rachid Benzine, bonjour. On vous connaît en tant qu'islamologue et vous publiez votre second roman, Voyage au bout de l'enfance. Ce roman, Rachid Benzine, met en scène Fabien. C'est un petit garçon qui a été emmené par ses parents en Syrie. Ses parents se sont enrôlés chez Daesh et c'est un récit à hauteur d'enfant où vous racontez les atrocités que cet enfant a vues lorsqu'il a accompagné ses parents contraints et forcés, puisqu'il s'agit d'un enfant jeune. Et vous montrez donc à la fois l'horreur de Daesh, la folie de l'engagement, et là aussi l'une des phrases finalement situe assez bien le contexte de ce récit qui est fait par un enfant. D'après maman, ça fait précisément 3 mois aujourd'hui qu'on est enterré dans ce fichu camp, car ce roman, eh bien, il s'achève dans ce lieu où les djihadistes et leurs familles, ceux qui sont encore vivants, demeurent. Pourquoi avoir décidé, Rachid Benzine, après avoir publié différents ouvrages sur ce thème, pourquoi avoir décidé de prendre la parole sous la forme d'un enfant qui raconte son calvaire? Dans un précédent roman, c'était un échange épistolaire, Lettre à Nour. J'avais travaillé sur l'idéologie de Daesh, où je voulais essayer de comprendre le discours qui nous est tenu par un certain nombre de djihadistes, que ce soit des hommes et des femmes. Dans ce travail-là, j'ai plutôt essayé d'aller vers au bout je dirais de cette idéologie par rapport à ceux qui n'ont rien demandé et qui se sont retrouvés complètement sacrifiés. Sacrifiés, ce sont des gamins à qui on n'a rien demandé, qui du jour au lendemain se retrouvent, je dirais, en Syrie et en Irak, et aujourd'hui dans une espèce de déshumanisation totale dans les camps où sont retenus à la fois ces femmes et ces enfants qui meurent. Et donc il y avait quelque chose qui relevait d'un silence, d'une marge qu'on ne voulait pas entendre. Et il m'a semblé que, pas à la fois par le travail de recherche qui est absolument nécessaire parce qu'il permet l'analyse et la distance, passer par le sensible, passer par l'intime, c'est aussi une manière de regarder le monde et de faire face à ce silence qui est quand même assez incroyable par rapport à ces gamins dont on ne veut absolument pas du tout le retour. Et justement, lorsqu'il est question donc de ces enfants, puisque on a consacré une émission à cela la semaine dernière, Rachid Benzine, comment vous êtes-vous organisé, comment vous êtes-vous documenté pour écrire ce récit? Est-ce que Fabien existe? Est-ce que c'est une reconstitution à partir de plusieurs existences, de plusieurs enfants? Tout d'abord, j'ai eu accès à ces gamins par l'intermédiaire soit de leurs parents, soit de leurs grands-parents, soit par les parents qui sont là-bas. Donc du coup, parce qu'en ayant travaillé sur les traîneaux, j'avais accès à des grands-parents, à des parents qui cherchaient à faire revenir soit leurs enfants, soit leurs petits-enfants. Et je suis aussi très impliqué avec Marie Dosé et autres pour le rapatriement de ces gamins. Donc il y a à la fois quelque part une parole à laquelle j'ai eu accès directement, des entretiens. Il y a eu aussi beaucoup de travaux universitaires sur lesquels j'ai pu m'appuyer. Et puis ce Fabien, c'est aussi notre conscience à tous. C'est à la fois l'enfant qui est en nous et en même temps ces enfants qui sont sacrifiés.
La possibilité de prendre possession de l'esprit d'un autre, d'une personne qui est finalement assez éloignée de vous, de par sa profession en tout cas, Karine Thuil, c'est ce qui vous permet dans ce roman la décision de prendre possession, cette fois-ci, de l'esprit d'une juge antiterroriste. Pourquoi avoir décidé justement de prendre appui sur le destin de cette femme que vous suivez à la fois sur le plan de sa profession, mais aussi dans les aspects les plus intimes de son existence? Il me semblait qu'on ne savait rien finalement du travail des juges d'instruction antiterroriste, qui sont vraiment des personnages de l'ombre. Ce sont eux qui instruisent les dossiers à charge et à décharge, qui dirigent les enquêtes, qui mènent les interrogatoires. Et c'est un peu comme des juges anti-mafia en fait. Ce sont des gens qui sont très exposés, qui subissent des menaces, mais dont on ne sait rien. Et on a beaucoup parlé des auteurs des attentats. Il y a eu aussi des portraits de victimes. Mais il m'a semblé qu'on ne savait pas grand-chose de ces juges d'instruction antiterroriste, et j'ai eu envie de raconter de l'intérieur effectivement la vie professionnelle et intime de cette femme qui est confrontée chaque jour à toute la noirceur du monde, puisque le livre commence en mai 2016, donc on est au lendemain des très grands attentats, et son quotidien est rythmé à la fois par les interrogatoires, elle reçoit aussi des familles de victimes dans son bureau, et des auteurs d'attentats. Mais ce personnage, Alma Revel, cette juge antiterroriste, elle a choisi une phrase de Marie Curie: « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre », mais elle ajoute: « Parfois, on ne comprend rien ». Oui, c'est exactement le cœur de sa fonction, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'il y a dans la tête de la personne du mise en cause qui est face à elle, essayer de déconstruire cette complexité-là. Et à chaque fois, elle est face à une impuissance totale, puisqu'elle comprend qu'elle ne comprend rien. Et elle mène des interrogatoires, elle ordonne des rapports d'expertise, elle essaye à chaque fois de toucher au cœur de l'âme humaine. C'est vraiment une réflexion sur la condition humaine. Et à chaque fois, c'est une défaite, parce que l'être en face d'elle reste un bloc d'opacité. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? On ne comprend pas finalement pourquoi un individu choisit la violence, pourquoi cet individu qui est aussi français qu'elle, elle le dit dans ce roman La Décision, décide d'en vouloir à la France, à tous les Français par exemple? Oui. Elle le dit d'ailleurs, elle dit on s'habitue à la peur de mourir, mais on ne s'habitue pas à la haine. La haine qu'elle suscite, la haine que la République suscite, la haine de la France. Donc elle essaye de comprendre, parce qu'il faut comprendre aussi qu'elle reçoit dans son bureau des gens extrêmement jeunes, des mineurs. Et ça la renvoie aussi à sa propre histoire. C'est-à-dire, imaginons que cette personne devant elle, ce serait son enfant, son fils ou sa fille. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on bascule dans cette violence radicale avec alors le livre s'ouvre justement avec des écoutes où on a deux jeunes qui discutent et qui parlent de décapitation en rajoutant mort de rire lol. Et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Est-ce qu'on décide d'écrire ce genre de roman pour comprendre soi-même quelque chose, un phénomène qu'on ne comprend pas, Karine Thuil? Oui, tout à fait. Moi, je considère que la littérature, c'est vraiment le lieu du questionnement. Et en fait, c'est un questionnement qui remonte très loin, déjà au moment des attentats du World Trade Center en 2001. Et puis, j'ai commencé donc à m'intéresser à ce sujet. Et en 2007, j'ai assisté à l'un des premiers procès pour terrorisme d'un Français, justement, qui était parti pour commettre un attentat contre l'Opéra de Sydney. Et dans la salle d'audience voisine, on jugeait les caricatures de Charlie Hebdo. Donc, c'est vraiment un sujet qui me hante depuis longtemps. Et puis, il y a eu cette vague d'attentats, et notamment aussi l'attentat perpétré par Mera, qui moi m'a beaucoup marqué, et tous les attentats qui ont suivi. Et donc j'avais envie de comprendre ce qui pouvait mener des gens, jeunes, qui pourraient être l'âge de mes enfants, à passer à l'acte contre les leurs. Sur le thème de la compréhension, Rachid Benzine, Fabien, c'est un enfant, donc il ne comprend pas tout, puisqu'il n'a pas la possibilité de comprendre toutes les logiques des adultes, ce qui l'émeut, mais, et en cela d'ailleurs, vous citez Romain Gary en introduction, en exergue de ce roman, et en cela donc on pense effectivement à la vie devant soi, parce que même si cet enfant est candide, puisque c'est un enfant, il permet de dévoiler un certain nombre de raisons pour lesquelles ses parents ont décidé de s'enrôler auprès de Daesh, et pourquoi assez rapidement, d'après ce que vous racontez, à la passion du début, à l'engagement, a pris la forme assez rapidement
finalement d'une désillusion et d'une certaine forme de crainte liée à ce qu'il découvrait là-bas en Syrie. Absolument, c'est-à-dire que tout est vu à travers le regard de ce gamin, Fabien, qui adore la poésie et le questionnement, et qui ne comprend pas pourquoi ses parents ont décidé de partir en Syrie le jour où il devait réciter ses poèmes à ses amis, en tout cas en classe. Pour lui, c'est quelque chose qui relève d'un sacrilège le jour de la poésie. Et il se retrouve, je dirais, en Syrie, et avec des parents qui changent à la fois de vêtements, à la fois en même temps de discours, et il ne comprend pas, je dirais, le type de discours qui se développe. Et il dit les parents étaient venus ici pour combattre Bachar al-Assad et maintenant le monde entier devient l'ennemi. Et donc par le questionnement, par la naïveté, il nous oblige nous-mêmes à nous poser un certain nombre, je dirais, de questions, à la fois de la folie des adultes qui décident de partir dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans un pays de contexte en guerre, par rapport à une idéologie, par rapport à une utopie, parce que dès qu'il arrive, sa mère lui dit, tu vois, ici c'est le paradis d'Allah, les musulmans sont appelés du monde entier, et lui il dit, mais je croyais que le paradis c'était une fois qu'on était mort. Vous voyez, donc du coup, il vient interroger même des concepts théologiques qui fonctionnent dans le discours je dirais, de Daesh. Puis d'un seul coup, il y a la désillusion. Entre à la fois le discours promis, les images, les représentations et l'idéologie et l'utopie qu'avait proposé Daesh, parce que Daesh a proposé un récit dans lequel les gens se sont reconnus. Donc c'est très important, parce que ça nous montre, nous, en creux, qu'est-ce que nous avons à la fois raté, parce qu'il s'agit d'abord de comprendre, mais bien de faire la distinction entre comprendre un phénomène, qu'est-ce qui peut motiver à un moment des gens à partir dans un contexte de guerre, et la justification. Et d'un seul coup, par le regard, la naïveté de ce gamin, par la manière dont il va utiliser la poésie face à l'horreur pour tenter de survivre, ça vient nous dire quelque chose en creux à la fois de notre humanité et en même temps de notre responsabilité vis-à-vis de ce monde. Mais alors quelle est la part de la désillusion parmi donc ces gens qui se sont enrôlés en Syrie auprès de Daesh, Rachid Benzine? C'est une désillusion totale dans la mesure où, moi je dis souvent, on peut détruire le territoire physique de Daesh, le plus difficile ça va être de détruire le territoire des esprits. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on s'est construit contre l'autre et abandonné complètement, je dirais, cette haine est quelque chose d'assez difficile. Et ensuite, pour sortir de l'engagement, il faut du temps. On ne sort pas d'un engagement endoctriné, et notamment la question de la violence. Ça veut dire qu'on ne peut sortir finalement de cela que si en face, dans nos sociétés, on est capable de proposer un autre récit qui soit tout autant, qui relève d'une utopie, mais qui soit une espèce d'émancipation au service de la vie. Parce que, fondamentalement, le discours qu'ont reçu les parents je dirais, de Fabien, c'est un récit qui est là pour une pulsion de mort et pas pour une pulsion de vie. Parents convertis. Oui, absolument. Ce qui, là aussi, rajoute un voile d'incompréhension ou d'étonnement par rapport à cela. Comment peut-on se convertir pour aller là-bas et pour se lancer dans une quête fanatique, effrénée de la mort, de la désolation? Dans tout le travail que j'ai pu faire auparavant, il y avait beaucoup de convertis, puisqu'il y a à peu près plus de 33% de gens qui sont convertis, qui ne connaissaient absolument rien de l'islam, qui se sont laissés happer par, je dirais, appelés par cette idéologie, par ce récit. Et ce que nous entendons, c'est souvent l'idée d'une espèce de... Pardonnez-moi, 33% de quoi? De gens qui sont engagés parmi les 2 ou 3 000 Français qui sont partis, nous avions 33%. Ça, ce sont des chiffres réels, voilà. Donc, nous avons des gens, et ce qui, en tout cas, le discours qu'ils ont entendu, c'est d'abord l'utopie. On va vivre dans une communauté entre frères et sœurs, et que moi, ce que j'ai vu en creux, c'est vraiment le discours de l'humiliation. C'est-à-dire que dans l'être à nous, à un moment, la fille dit à son père, les pères de notre État, c'est-à-dire l'État islamique, sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et l'humiliation est un moteur, je dirais, pour passer à l'acte en termes de violence. Alors là, dans votre roman, il n'est pas question d'humiliation. Karine Thuil se juge antiterroriste, elle est plutôt dans la dépossession, c'est-à-dire qu'elle regarde sa vie ne lui appartient pas tant que ça. Vous évoquiez la compréhension, le désir de vouloir comprendre les terroristes, mais finalement, on a du mal aussi un peu à la saisir, cette femme. D'abord parce que dans son trajet biographique, elle n'est pas a priori destinée à être juge, puisque son père a été marqué par la prison et par un engagement qui était déjà un engagement idéologique
idéologique. Ensuite, elle regarde sa vie défiler et il faut le dire, la désolation, c'est aussi eh bien, sa vie sentimentale, sa vie affective qui part en quenouille. Oui, c'est une femme en pleine crise existentielle. Au moment où le livre s'ouvre, elle se sépare de son mari, Ezra Halevi, qui est un écrivain qui a eu le prix Goncourt à ses débuts et qui est un écrivain sur le déclin. Ensemble, ils ont 3 enfants et on voit comment finalement l'équilibre qu'elle trouvait dans sa vie privée qui lui permettait d'affronter la dureté de son exercice professionnel ne lui permet plus, n'existe plus. Quand le livre s'ouvre, elle a une liaison, elle entretient une liaison avec un avocat de la défense qui représente un jeune homme de retour de Syrie dont elle gère le dossier. Et ça rend effectivement toute cette histoire extrêmement complexe et conflictuelle. Mais la littérature, après tout, c'est aussi le conflit et l'aggravation du conflit, comme disait Muret. Et on la voit déchirée entre son travail et sa vie intime. C'est une liaison dangereuse et immédiatement, comme dans toutes les tragédies, on sent qu'elle aurait mieux fait de ne pas tomber amoureuse de cet homme. Oui, bien sûr, parce qu'il y a déjà ce dossier en commun, et puis c'est la confrontation d'idées radicalement opposées. On est face à un avocat de la défense qui demande donc le placement sous contrôle judiciaire du jeune homme, c'est-à-dire qu'il est libre, mais il doit pointer au commissariat, mais il est donc quand même libre. Et elle, qui a très peur de le relâcher, et qui, pour le moment, il est en détention quand le livre s'ouvre. Et donc, ces 2 conceptions aussi qui s'affrontent. Mais d'un côté, elle ne fait que réitérer un scénario d'échec, puisque dans son premier mariage, dans son mariage d'ailleurs, puisqu'elle n'est mariée qu'une seule fois, elle s'est mariée avec un homme juif qui se rapproche du judaïsme, tandis qu'elle n'est pas juive. Ensuite, donc, elle décide de former un couple adultérin avec un homme qui, lui, est avocat de la défense, alors qu'elle est juge antiterroriste, et que ses collègues lui disent « tu devrais te méfier ». Oui, c'est une femme complexe, c'est une femme qui est soumise à des tourments sociétaux et existentiels très forts. Et à travers le personnage de son mari, j'avais aussi envie d'aborder la question de la foi, du rapport à la foi, sous d'autres facettes en fait. Voilà un homme qui vient d'un monde juif orthodoxe, qui a fui ce monde et qui, à l'âge de 50 ans, remet en question tout ce qu'il a construit, parce qu'il a cet appel au retour et ça fracture totalement son couple. C'est-à-dire que finalement, il est rattrapé à la fois par son destin et son identité, ce qui le distingue de Fabien, qui lui, comme vous l'avez expliqué, Rachid Benzine, ce petit enfant dont vous suivez les traces alors que ses parents l'ont emmené avec eux en Syrie, eh bien, c'est un enfant de converti et il va vivre la catastrophe, le cauchemar de Daesh. On vous retrouve, Rachid Benzine, Karine Thuil, dans quelques minutes. Rachid Benzine, votre roman Voyage au bout de l'enfance est publié au Seuil. Karine Thuil, La décision est publiée chez Gallimard. Il est 8h sur France Culture. Et nous retrouvons nos invités, 2 romans sur le djihad et le djihadisme. On va évoquer d'ailleurs l'engagement immédiatement après le billet politique de Frédéric Sey. Ces 2 romans, c'est tout d'abord celui de Rachid Benzine. Vous êtes islamologue et vous publiez Voyage au bout de l'enfance aux éditions du Seuil. Il s'agit du djihad vu par Fabien, qui est un petit enfant qui a suivi ses parents qui se sont enrôlés auprès de Daesh en Syrie et qui se retrouvent dans un camp après que Daesh ait été défait. Et puis Karine Thuil, vous publiez La décision aux éditions Gallimard. Je dois dire d'ailleurs que vous serez ce week-end au festival Le Goût des Autres au Havre, qui aura lieu du 20 au 23 janvier. Et vous y serez pour une rencontre avec Marianne Denicourt, qui fera une lecture de votre roman Les choses humaines. Mais dans La décision, ce roman que vous publiez, eh bien, il est question d'une juge antiterroriste, Alma Revel, et le destin même d'Alma Revel est assez significatif du point de vue de l'engagement, puisque son père était très engagé à l'extrême gauche, il a même fait de la prison suite à cet engagement, et finalement elle a un engagement que l'on peut qualifier de républicain, puisque c'est une juge conséquente. Mais la juge rouge même. Mais dans ce roman, les autres engagés, ceux qui sont véritablement porteurs d'une idéologie, ce sont les djihadistes.
Oui, ils sont porteurs d'une idéologie meurtrière. D'ailleurs, au cours des interrogatoires qu'elle mène, il y a c'est ce qu'ils appellent la haine des mécréants. Ça, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans le discours et qu'elle essaye de comprendre. Et c'est associé à des images d'une très grande violence, parce que c'est vrai qu'elle, dans son quotidien, elle visionne, dans le cadre de son travail, des vidéos de décapitation, des vidéos de Daesh, en fait. Et elle essaye, après, elle a face à elle des gens très jeunes qui se retrouvent enrôlés parfois par Internet en quelques semaines à peine. C'est-à-dire que même les parents, parfois, ne se sont même pas rendus compte que leur enfant avait subi cet embrigadement djihadiste très rapide. Il n'y avait aucun signe. Et c'est ça, c'est ce choc en fait moral qu'elle essaye chaque jour de déconstruire, de comprendre pour prendre finalement ses décisions, c'est-à-dire accorder sa confiance et garder quelqu'un sous contrôle judiciaire ou le maintenir en détention. Lorsque l'on étudie ces phénomènes, Rachid Benzine, est-ce que l'on comprend les rouages qui font qu'un individu va s'engager dans Daesh ou dans ce type de logique meurtrière ? En partant de l'idée que les êtres humains, on est des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Tout à l'heure, on parlait de politique, de chiffres, et celui qui emportera l'élection, c'est celui qui sera capable de raconter cette histoire pour dire à la fois qui nous sommes et ce que nous voulons être. Et la puissance du récit sur lequel sont tombés les parents de Fabien, c'est un récit qui a pu les séduire. Et ce qui est très important d'essayer de comprendre, c'est pourquoi ce récit fait sens pour un certain nombre, je dirais, de personnes. Et ce récit, en tout cas, promet l'émancipation. Il a une utopie derrière. Et cette utopie, elle devient aussi, à un moment, meurtrière. Et donc la question, pourquoi une utopie qui se transforme en idéologie et ensuite cette idée du meurtre ? Oui, parce que c'est une utopie qui ment en ce sens que lorsqu'elle appelle les individus à la rejoindre, elle se présente sous ses meilleurs auspices et le tableau que vous décrivez, et qui est hélas fidèle à la réalité, est un tableau d'un ensauvagement maximal. On va apprendre à ces enfants à devenir des monstres. Absolument, c'est-à-dire que là, nous avons ce petit Fabien qui, lorsqu'il part en Syrie avec ses parents à l'âge de 7 ans, et d'un seul coup, on veut lui donner une autre identité que celle qu'il avait fondamentalement à Sarcelles. Et ensuite, lorsqu'il entre dans les lionceaux du califat, on veut le transformer en martyr. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a cette envie d'altérer ou de réduire l'identité d'un être. Et lui va essayer de résister face à cette monstruosité, face à ces assignations. Il va essayer de résister à la fois par le souvenir qu'il a de son maître de CE2, M. Tanier, ses copains, le football, et il résiste par la poésie en essayant de retravailler notamment les poèmes de Prévert. Ce qu'il y a de finalement assez pessimiste dans vos deux ouvrages, bon, le thème n'incite évidemment pas à l'optimisme, mais dans votre roman La Décision, Karine Thuil, ce qui est particulièrement prégnant, c'est le fait que les identités sont vouées à se crisper. Votre juge, Alma Revel, est mariée avec un juif alors qu'elle ne l'est pas, elle. Et finalement, ce qui va les séparer, c'est notamment le fait que son mari fait un retour au judaïsme, comme si finalement les couples qui reposerait sur une mixité des cultures, eh bien, serait promis à la séparation. Alors, ça n'est pas complètement exact, puisque sa fille est avec un musulman, mais justement, son père reproche à la mère d'avoir une fille, qui est allée avec un musulman. Oui, c'est vraiment un roman qui raconte les crispations identitaires qui fracturent la société française aujourd'hui, alors de différentes façons, effectivement à travers ce personnage d'Ezra qui fait un retour assez radical au judaïsme et qui reproche à sa femme finalement toutes les raisons pour lesquelles il l'a aimée 25 ans plus tard, le fait d'être libre, d'être indépendante d'esprit et à côté de ça, on a effectivement ce jeune homme, Abdel Jalil, qui, lui, dans un premier temps, a ce retour assez sincère à la fois. Moi, je le crois sincère parce qu'il trouve dans la pratique de l'islam un sens à sa vie, une fraternité qu'il ne trouvait pas dans la société. Rachid Benzine l'a très bien dit tout à l'heure. Le récit républicain n'est plus suffisamment fédérateur et tout d'un coup, il y a cette rencontre avec des idéologues qui vous embrigadent, qui vous proposent un prêt-à-penser dans une société où on n'arrive plus à penser contre soi-même. Parce que justement, il y a toutes ces crispations très fortes.
Mais alors, justement, peut-être que l'on peut imaginer que ces crispations et ces retours identitaires, ils sont fonction aussi du ressentiment, des désillusions, des échecs des individus. Est-ce que finalement le mari d'Alma, eh bien, il ne se console pas de ses échecs littéraires dans le judaïsme? Oui, sans doute. Il y a aussi, je crois, le rapport à l'étude, c'est-à-dire le besoin de donner un sens à sa vie. On est quand même dans une société qui a montré ses limites, une société ultra-capitaliste, où les êtres sont évalués en permanence, une société obsédée par la performance. Et il faut croire que dans cette société, certains ne se trouvent pas à leur place. Et d'une certaine façon, alors après, ce vide existentiel, ce sentiment de ne pas être à sa place, est transformé d'une autre façon, parfois par la violence, mais en tout cas, pour moi, à l'origine, il y a vraiment le refus d'une société qui veut aussi nous imposer sa loi assez sauvage. Mais à la fois dans le monde que vous décrivez, Rachid Benzine, en Syrie et dans le monde de Daesh, on a à la fois des éléments de la modernité. Il y a par exemple Mbappé qui est présent. Il est présent en tant que symbole. Hein. Il n'est pas un acteur de Daesh. Attention à ce qu'on dit. On voit le football qui joue un rôle extrêmement important. On peut même dire que c'est le seul exutoire qu'a cet enfant, mais dans les discours de Daesh, il est question de rompre avec un monde vis-à-vis duquel ils n'ont pas du tout rompu en réalité. En tout cas, Fabien se réfugie à la fois dans la poésie et le football. En ce qui concerne le discours de Daesh, c'est le nous et le eux, c'est sur la question de la pureté. Comme si finalement l'autre allait nous altérer, allait nous changer. Et donc du coup, il faut se protéger par rapport à cette impureté. Et donc la purification, c'est le prochain passage pour justement essayer de préserver complètement cette idée de la pureté du nous et du eux. Mais ça montre bien aujourd'hui la manière dont se construisent fondamentalement les identités. Et que globalement, lorsque vous avez un déficit de reconnaissance par rapport à une institution, à une autorité, vous allez chercher une reconnaissance par substitution. Et ce qui se passe chez beaucoup de ces jeunes, parce que à la fois il y a des dénis de reconnaissance, parfois il peut y avoir du mépris, il peut y avoir de l'humiliation, qui sont des pathologies du social, et ça montre bien comment les êtres humains, nous sommes en quête de reconnaissance, et nous avons besoin d'une histoire qui nous reconnaît à la fois ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Et de l'autre côté, ils leur ont proposé un récit. Autrement dit, nous avons affaire à une guerre de récits. Et c'est pour ça que la littérature, me semble-t-il, devient un lieu de subversion du récit, devient un lieu de subversion des imaginaires, parce que fondamentalement, il faut travailler sur cette guerre des imaginaires, sur cette guerre des récits. Mais ça, à la limite, on le comprend, puisque dans vos deux romans, il est question effectivement de retrouver un récit englobant. Ce que l'on ne comprend pas, et c'est la même chose sur laquelle on bute à la fois dans La Décision, votre roman Karine Thuil, et dans le vôtre, Rachid Benzine, Voyage au bout de l'enfance, c'est le sadisme. Parce que vous voyez bien que l'ensauvagement joue un rôle extrêmement important dans votre description de Daesh, dans les rites qui sont faits, dans les rites de passage. Mais au fond, ce qui résiste à la compréhension, c'est la raison pour laquelle des individus préfèrent ou optent pour le sadisme. À mon avis, c'est pas de ce côté-là qu'il faut essayer de chercher, c'est plutôt de ce que peuvent les mots face à la question du mal. C'est-à-dire que face au mal, il nous reste que la parole, les mots pour construire du lien, comme le fait Fabien à travers la poésie. Et que parfois, il y a, tout à l'heure Karine le disait, il y a de l'opacité, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, mais il y a des zones où l'être humain, ou même les explications sciences humaines, que ce soit la psychanalyse ou autre, on n'arrive pas à accéder. Il y a quelque chose qui relève d'un mystère du mal. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelqu'un qui vous semble fondamentalement gentil, d'un seul coup laisse, je dirais, naître en lui ce monstre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il a l'impression de ne plus appartenir à cette société? Qu'est-ce que fait qu'à un moment, il ait envie de passer à l'acte? Je dirais, parfois, il y a des mystères, mais la question, me semble-t-il, c'est qu'est-ce que nous mettons en face? Et en face, il y a des logiques de vie. C'est-à-dire que Fabien, face à l'horreur, il essaie de puiser dans son intériorité, dans cette forteresse intérieure, pour sortir de ce qu'il y a de plus beau, parce que c'est à la fois la question de la beauté, c'est la question de l'imagination, l'imaginaire, pour essayer je dirais, à partir de ce monde-là, d'habiter ce monde autrement pour déployer des possibles. Parce que, et c'est là peut-être que on retrouve cette idée de la littérature en tant que puissance de vie, dans sa capacité justement à projeter un monde habitable en face de l'horreur. Karine Thuil.
Oui, enfin, on est confronté quand même à ce que justement Hannah Arendt appelait la banalité du mal, c'est-à-dire que notamment les juges d'instruction antiterroriste, c'est ce qui m'a fasciné dans le parcours de cette juge, Alma, c'est que chaque jour, elle a face à elle, alors parfois des gens qui sont passés à l'acte, et elle raconte très bien l'émotion qu'elle a, c'est-à-dire elle arrive parfois même plus à parler par les récits qu'elle entend, la haine et la violence qui lui sont renvoyées au visage. Donc ça, c'est un mystère. Alors elle dit, elle les qualifie pas de monstres parce qu'elle dit qu'on doit toujours chercher l'humanité derrière l'acte, que l'être humain ne doit pas être réduit à son acte, mais c'est parfois extrêmement difficile quand vous avez face à vous des auteurs d'attentats, et elle explique assez bien, je crois, que finalement on ne comprend jamais ce qui peut pousser un jeune d'une vingtaine d'années à prendre une Kalachnikov et aller assassiner des enfants dans une école, comme ça a été le cas par exemple dans l'affaire Mera. Donc ça reste une incompréhension totale, ce processus qui mène au mal. On peut aussi avoir du mal à comprendre, je ne sais pas quel terme employer, je vais employer le terme de passivité à défaut d'autres termes qui entourent certains de ces actes. Je pense par exemple aux actes de Mera, et votre juge le raconte, Karine Thuil, dans votre roman. Elle trouve que finalement il n'y a pas eu véritablement de réaction à la hauteur, où elle a été particulièrement choquée par ce geste, mais peut-être que d'autres l'ont moins été ou n'ont pas réagi comme ils auraient dû réagir à l'époque. Disons qu'elle s'interroge sur des raisons, sur la question politique et sociale. Finalement, est-ce que l'État français a fait tout ce qu'il fallait faire en termes justement sociaux, éducatifs, pour changer les choses? Parce que finalement, ça remonte maintenant assez loin, et il y a des passages effectivement assez durs dans le livre où sa fille, qui est assez engagée à gauche, elle la laisse parler, elle la laisse raconter son discours un peu idéaliste, et elle se dit mais en fait il y a eu des échecs politiques flagrants et on en paye le prix aujourd'hui. Mais à la fois, le destin de Mera tel qu'il est brossé dans votre livre brièvement et tel qu'il existe, hélas, dans la réalité, c'est le destin d'un gamin qui n'a pas été particulièrement relégué, qui a pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, qui a été délinquant et qui ensuite, après avoir eu sa période délinquante, a versé cette fois-ci dans le terrorisme le plus meurtrier. Oui, il y a eu une hybridation entre djihadisme et délinquance. D'ailleurs, moi j'avais assisté au procès Mera, et Abdelkader Mera avait dit... le frère avait dit, là où je vivais, il y avait le choix qu'entre l'islam ou la délinquance. Et en fait, c'est des parcours... Alors là, dans le cas de cette famille-là, c'était vraiment une famille dysfonctionnelle où il y avait beaucoup, beaucoup de violence, mais rien ne prédestinait quand même ce jeune homme à devenir un meurtrier. Et oui, c'est cela en fait qui est étrange dans la recomposition de ces trajets. En sociologie, on parle de carrière délinquante ou de carrière terroriste, si on voulait utiliser le terme, et on voit finalement dans quelle mesure ces petits délinquants, parce que là aussi c'est une forme de banalité dans les trajets de ces terroristes, Rachid Benzine, trouvent un accomplissement dans leur carrière terroriste. Absolument, mais en même temps, il ne faut pas réduire le djihadisme uniquement à la question de la délinquance. Bien sûr. Je pense que le djihadisme, c'est d'abord un phénomène mondial et qui relève aussi de relations internationales et de géopolitique. Moi, lorsque j'ai eu l'occasion d'aller pendant 1 an et demi dans les prisons françaises et belges pour entendre ces djihadistes revenus de Syrie et d'Irak, la question géopolitique était très importante. J'ai rencontré des jeunes brillants intellectuellement qui avaient fait de longues études. J'ai découvert que les femmes étaient beaucoup plus radicales que les hommes, et donc du coup, il faut mettre beaucoup plus de complexité que cela. C'est un phénomène, c'est la question du sens. Et la question que l'on doit se poser, c'est pourquoi des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et donc ça vient quelque part nous interroger en creux sur notre capacité à faire société, sur notre capacité à créer de l'émancipation en termes de récit, parce que fondamentalement, la question de l'émancipation doit être repensée. La géopolitique, effectivement, Rachid Benzine, mais c'est une forme aussi de vision de cette géopolitique, avec des tâches opaques, des choses qui sont vues, d'autres qui ne sont pas perçues, certains lieux qui sont considérés comme étant des lieux, par exemple, d'oppression pour les musulmans, alors que d'autres lieux, je sais pas, par exemple, la question des Ouïghours n'est
n'est jamais évoqué. Absolument, ben c'est-à-dire que en France, je dirais, de par l'histoire coloniale, nous avons un certain rapport à ces pays, notamment, je dirais, aux Maghrébins et aux Arabes. Et moi, le discours que j'entendais très très souvent, c'est vraiment ce sentiment d'humiliation. La question, c'est pas est-ce qu'il est vrai ou faux, c'est pas ça, c'est la question de ce ressenti. Et qu'est-ce qu'on fait de ce ressenti en termes de sens et comment on va essayer de faire en sorte que les gens, à un moment, se responsabilisent et n'entrent pas dans ce discours de victimisation. Parce que, je dirais, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de la concurrence victimaire en termes de mémoire, en termes d'histoire. Et c'est ça qui se joue. C'est-à-dire que si on prend le djihadisme uniquement à travers l'aspect religieux, on réduit, me semble-t-il, une problématique qui est beaucoup plus complexe, qui est à la fois sociale, psychologique, politique, et que ça vient véritablement poser, pour moi, cette question, c'est qu'est-ce que nous nous promettons les uns les autres en termes d'habitat, en termes, je dirais simplement, de coexistence, et que globalement, on le voit bien aujourd'hui dans la société française, les crispations identitaires, la manière dont on construit le nous et le eux, et cette polarisation du débat qui fait qu'à un moment, on construit un ennemi, et d'un seul coup, c'était très intéressant de voir la manière dont on nomme les gens, et comment on est passé de la notion d'immigrés dans les années 60-70 à des appellations ethniques avec la marche pour l'égalité dans les années 80, et par une opération du Saint-Esprit dont seul le christianisme a le secret, d'un seul coup, on a affaire à des musulmans. Donc on voit bien que nous-mêmes, dans la manière dont vous regrettez cette métamorphose? Mais absolument, mais ça vient bien dire quelque chose dans notre société française, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens ne sont plus considérés comme français, on les réduit à une partie d'islamité. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'homo islamicus n'existe pas, mais nous avons aussi des responsables religieux à l'intérieur de l'islam qui ont participé aussi à cette construction identitaire. C'est la même chose en fait avec... alors c'est un point de vue que vous abordez autrement, Karine Thuil, mais avec le destin de ce personnage qui est le mari de la juge et qui vit son judaïsme comme un divorce progressif, d'abord avec sa femme, puis avec la France en réalité. Alors oui, en fait, il a ce retour, il a envie d'un moment d'aller vivre effectivement en Israël, d'avoir ce retour en Terre Sainte. Mais alors, ce personnage m'intéressait aussi parce que dans le judaïsme, on dit la loi de ton pays est ta loi. Et il y a même une prière le matin pour la République française. Donc il y a ce rapport, pas de soumission, mais la loi française est au-dessus de la religion elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inhérent au judaïsme, que j'ai trouvé intéressant et qui raconte d'ailleurs très bien Ezra. Mais évidemment, après, il y a, j'ai pensé à Jérusalem, qui est aussi cette ville tellement sainte et religieuse. Et j'ai pensé que pour quelqu'un qui avait ce parcours, c'était aussi intéressant de l'emmener là. La loi du pays est la loi, effectivement, et on peut imaginer que c'est un précepte qu'il suit, mais pas les mœurs, puisqu'il y a cette scène qui marque bien la rupture, la fin de ce couple entre cette juge et cet homme qui est donc un écrivain en déshérence. C'est leur arrivée dans une chambre d'hôtel où il y a un miroir qui pourrait être signe de sensualité, de promesse, mais qui pour lui est surtout un signe d'infamie, et il considère qu'il est urgent de masquer ce miroir qui est pour lui un objet pornographique. Oui, non seulement ils n'ont plus du tout de vie sexuelle, mais en plus, même l'érotisme devient banni parce qu'il ne veut surtout pas voir son corps dans ce miroir. Donc à travers ce personnage, il y a effectivement le rapport à la pudeur, le rapport au corps. C'est aussi, évidemment, et c'est intéressant de le souligner, un rapport particulier au corps. Le rapport, la religion masque les corps, et on voit Alma qui, dans le même temps, elle, a envie de vivre une vie sexuelle avec l'homme qu'elle aime. Et elle a un rapport au corps extrêmement différent. Et elle raconte même d'ailleurs dans son quotidien professionnel le rapport au corps que peuvent avoir les jeunes femmes qu'elle reçoit. Et il y a notamment dans le livre un moment une discussion justement sur la question du voile. Et elle considère que les personnes qu'elle interroge devraient pouvoir garder leur voile. Qu'est-ce que vous en pensez, Rachid Benzine? Parce que là aussi, le rapport au corps, il est... Je vous laisse continuer. Mais absolument, le rapport au corps, mais surtout le rapport au corps des femmes. C'est-à-dire que pour beaucoup de
je dirais, de fondamentalistes, le corps des femmes est le lieu de la porosité, de la rencontre de l'autre, et donc ils pensent que cette porosité relève de l'impureté. Donc du coup, il faut absolument, je dirais, la protéger. Mais c'est vrai que la séparation, elle commence déjà par la question des mœurs, le divorce. Par les mœurs, que ce soit les parents de Fabien ou d'autres, c'est-à-dire que les mœurs et les règles d'une société ne nous plaisent plus, et donc du coup on décide de s'en éloigner et on crée une espèce de citadelle, je dirais, identitaire qui finit par vous enfermer. Et oui, c'est ça en fait qui est marquant, c'est-à-dire qu'avant le refus de la loi, il y a le refus de la sociabilité commune et de cette manière de considérer qu'il y a encore la possibilité de faire société. Absolument, c'est-à-dire qu'à travers les règles et les rites, ça dit quelque chose d'une société, ça dit quelque chose d'une vision d'une société. Et à partir du moment où vous ne voulez plus être avec l'autre au niveau de la table, au niveau du travail, vous vous séparez. Et donc, du coup, vous créez automatiquement du nous et du eux. Et toute la question, c'est comment vivre avec cette diversité, comment créer, je dirais, du commun, et comment ne pas réduire l'autre à une partie de son identité, et comment considérer l'autre comme son semblable. Et ça, c'est une vraie question qui nous est posée aujourd'hui dans la société française. Bon, mais vous êtes romancier, vous avez la possibilité de créer un univers strictement comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Ça veut dire que cet univers tragique, Karine Thuil, on ne va pas divulgacher le livre, mais c'est un monde assez tragique que celui que vous écrivez. Eh bien, il est, selon vous, véritablement sans espoir. Il y a cette noirceur qui peut apparaître comme étant, hélas, indépassable. J'aimerais bien garder l'espérance. Le problème, c'est après l'évolution du paysage politique français. Il y a la grande question aussi qui traverse quand même le roman. C'est la question dans le récit collectif de la place que l'on a dans la société française et du rapport qu'on a à cette société. C'est-à-dire que moi, je viens d'une époque où effectivement, moi, je suis fille d'immigrés juifs d'Afrique du Nord. Le maître mot de chez mes parents, c'était l'assimilation. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, chacun veut vivre en France, être français, mais garder une certaine identité, enfin cultiver une certaine identité. Et ça, c'est nouveau. Ça, il va falloir aussi un temps pour comprendre qu'on est dans une société plurielle, où il y a des gens qui ont des revendications religieuses, des revendications identitaires, et la société a beaucoup changé. Oui, mais encore une fois, parce que quand vous parlez d'échec collectif pour la politique aujourd'hui, c'est aussi un échec individuel, parce que le roman permet de raconter des vies singulières, et là aussi, ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le futur gendre de cette juge doit faire un discours, car il doit participer à une cérémonie d'art oratoire, et le thème de ce discours, c'est comment saccager sa vie. Et tout le monde saccage sa vie dans ce roman, ou presque. Oui, d'ailleurs, dans tous mes romans, j'aborde la question de la tentation du saccage. On a effectivement dans la vie la possibilité de construire ou de détruire, d'où le titre d'ailleurs La Décision, parce qu'on prend des décisions qui vont avoir un impact sur nos vies dans un sens ou dans un autre. Voilà, c'est au moins cela qui est rassurant, c'est qu'en fait, on est responsable du saccage que l'on crée dans vos romans, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des décisions divines, ce sont des décisions que l'on prend, que l'on doit assumer dans la complexité de son échec. Oui, et puis je crois que justement, c'est par le débat, c'est par des discussions, c'est par la littérature aussi. Rachid Benzine parlait de la poésie, mais c'est par l'art d'une manière générale qu'on peut aussi faire évoluer la société vers plus de démocratie, vers plus d'égalité, vers plus de fraternité. Donc il y a quand même de l'espérance à travers un engagement politique et social fort. Vous pensez, Rachid Benzine ? Mais absolument, c'est-à-dire que ce soit Lettre à Nour, que ce soit Voyage au bout de l'enfance, c'est comment on traverse la nuit et comment ne pas désespérer du monde et des hommes. Et donc, quels sont les lieux sur lesquels on peut s'accrocher pour créer de la lumière ? Alors, ça peut être l'amour, ça peut être la poésie, ça peut être la littérature, qui sont à la fois des espaces de résistance et en même temps de création. Bon, j'espère que l'on peut vous croire. Vous pouvez. Voyage au bout de l'enfance aux éditions du Seuil, c'est votre roman, Rachid Benzine. Karine Thuil, vous serez au Havre ce week-end au festival Le Goût des Autres, et votre roman La Décision est publié aux éditions Gallimard. Je vous présente mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Quentin Lafay et Géraldine Mosna-Savoie.